Et bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur Majorque. J'espère que ça va un peu se régler la lumière, c'est relou. Voilà. Nous sommes partis à Majorque dans le cadre de mon Ironman 73 dont je vous ai déjà fait le compte rendu dans cette vidéo par là, et il y a eu aussi un petit vlog. J'espère que ces vidéos vous ont plu et je me suis dit que j'allais un peu répondre à vos questions sur Majorque. Je trouve que, un peu comme Tenerife où on était parti l'année dernière, il y a un peu ce cliché de l'île espagnole, un peu comme la Costa Brava, la côte espagnole qui attire énormément de touristes et qui est donc très touristique et donc forcément qui n'est pas très agréable à visiter avec beaucoup d'hôtels qui s'enchaînent les uns les autres. C'est exactement finalement le même cliché qu'on pouvait avoir sur Tenerife avec beaucoup de, on va dire, de clientèle anglaise, espagnole, hollandaise qui courent. Je crois qu'il y avait un reportage où justement les gens couraient dès que les hôtels ouvraient les zones des piscines pour que les gens aillent sur les transats et réservent les transats avec des serviettes. Donc déjà il faut savoir que oui, il y a ce type d'hôtel à Majorque. Il y a pas mal de stations balnéaires comme on peut trouver finalement aussi en France. Moi j'habite à Montpellier, on a la Grande Motte, Palavas pour ne citer que. Et oui, il y en a, et par exemple notamment quand notre Ironman 73 avait lieu à Alcudia. Et en fait vous avez plus précisément au port d'Alcudia, et donc il y a pas mal de villes qui ont par exemple Alcudia, qui sont des villes plutôt dans la terre et qui ont des ports d'Alcudia, donc qui ont des villes un peu en écho qui sont le long de la mer, qui sont vraiment plus des stations balnéaires. Et vraiment Alcudia c'était pour le coup vraiment ça, vous avez des hôtels qui s'enchaînaient les uns les autres, qui n'étaient pas très sexy mais c'était très pratique pour un Ironman 73 et avec des logements très accessibles. Donc vous avez de ça, vous avez aussi des villes beaucoup plus pittoresques avec beaucoup moins de touristes, et il faut savoir que c'est assez drôle Majorque comme Tenerife, parce que je fais vraiment le parallèle entre les deux, c'est que vous avez tout le nord et notamment le nord plutôt ouest qui est magnifique, très sauvage. Nous on a été quasiment que là-bas, on n'a pas du tout fait sud et l'est de l'île. Après ça vaut aussi le détour puisque vous avez des criques magnifiques au sud-est de l'île, d'autres types de randonnées, voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu plus, moi j'appelle ça le tourisme Instagram, où les plages sont très belles, effectivement les criques sont très belles mais elles sont prises d'assaut, et vous avez des criques et des plages très belles aussi, plus sauvages au nord, mais forcément il faut y aller en marchant, c'est un peu plus difficile d'accès d'une part, et d'autre part ça fait vraiment une île un peu découpée en deux entre la chaîne, c'est pas vraiment une chaîne de montagne mais quand même vous avez quelques cols à plus de 1000 mètres de dénivelé, donc la chaîne de la Tramontana qui est magnifique, et vous avez tout le sud de l'île qui est beaucoup plus plat, beaucoup plus agricole avec des criques, mais qui a quand même des très beaux endroits avec des falaises. Et forcément la plupart des touristes visitent quelques villes pittoresques au nord de l'île et passent surtout leurs vacances au sud ou à Palma ou près de Palma où vous avez beaucoup de stations balnéaires, ou vers Alcudia vous avez aussi beaucoup de stations balnéaires. Mais il faut savoir que l'île de Majorque a énormément évolué ces dernières années et pousse beaucoup plus le tourisme, qui me correspond, c'est-à-dire randonnée et cyclisme. Et vraiment déjà l'Espagne en général c'est le paradis pour les cyclistes, mais Majorque c'est l'Éden, c'est vraiment encore un autre niveau. Il y a plein de cyclistes. Au printemps et à l'automne, c'est vraiment plein de cyclistes. Mais tout est fait pour bien accueillir les cyclistes. Et là, je vais vraiment ouvrir le chapitre faire du vélo à Majorque. Il faut savoir que faire du vélo à Majorque, c'est juste très facile, quel que soit votre niveau. Alors nous avons pris le ferry, j'y viendrai juste après, avec nos vélos. Donc on n'a pas loué, mais il faut savoir qu'il y a plein de loueurs de vélos, que ce soit des vélos de route, des vélos avec assistance électrique ou même des VTT et des gravels. Il y a de tout, vous pouvez tout à fait louer, mais par contre c'est important vraiment je pense de vous y prendre en avance, y compris pour l'Ironman 73 pour les locations de vélos, parce que c'est assez pris d'assaut et vous en avez vraiment pour toutes les nationalités, puisque c'est vrai qu'il y a même plein de clubs, tellement je pense c'est assez connu. Il y a des loueurs qui sont plutôt suisses, des loueurs plutôt allemands, donc c'est assez rigolo. Mais voilà, vous pouvez louer en outre bien sûr de venir avec votre vélo, et ça c'est pas une inquiétude à avoir, ça se fait très facilement sur l'île, et tout
tout est fait vraiment pour bien accueillir les cyclistes. Il y a des racks à vélo quasiment à tous les bars, il y a plein de bars qui accueillent les cyclistes avec des menus spéciaux, des boissons, des rangements pour les vélos, des hôtels qui sont spécialisés pour bien accueillir les cyclistes avec du stockage pour leurs vélos. Il y a plein d'itinéraires qui sont notés pour les cyclistes avec, ça s'appelle des camis, des chemins en fait. Alors en France on aurait un peu peur en disant ah, c'est des chemins, mais pas du tout en fait, c'est un peu comme des voies vertes en France, sauf que vous pouvez croiser des véhicules, sauf qu'ils sont, ces voies sont limitées à 40 et il y a énormément de cyclistes, donc il y a peu de circulation. Et même si jamais vous vous retrouvez sur des grands axes, et encore grands axes, je mets des gros guillemets, on est quand même sur une île, vous avez le bas-côté qui est aménagé et surtout il y a un respect des cyclistes qui est hors... Ça devrait être la norme partout, hein, mais c'est hors norme en Espagne. Vraiment, les gens, ils restent derrière, ils ralentissent. Vous aurez que quelques touristes qui font n'importe quoi, mais il y a beaucoup de police. Et donc, je vous assure que si vous se font pas choper à ce moment-là, ils se feront choper plus tard. Et il y a donc plein d'itinéraires à avoir. Nous, je vous mettrai les 4 itinéraires dans un autre endroit. Je vous ferai un autre article justement avec mes randonnées et mes itinéraires favoris que je vous conseille. Vraiment, vous pouvez bien sûr les retrouver sur mon Strava, mais je vous mettrai le lien vers mon blog avec les itinéraires là, parce que franchement 3 jours de vélo, c'est le minimum là-bas pour pouvoir faire les 3 itinéraires incontournables. Après, c'est tellement beau, tellement varié. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'était un peu, c'est assez similaire à la Corse en termes de paysage, assez similaire à mon sud de la France à moi, mais très calme. On a croisé très peu de voitures et ça, c'est vraiment une question d'horaire. Je tiens à le préciser parce que je dis qu'il y a beaucoup de cyclistes, mais en fait il y a beaucoup de cyclistes entre 10h et 15h sur les routes, ce qui est pour nous, pour Mathieu et moi, des horaires où on fait pas finalement beaucoup de vélo. Nous on part assez tôt le matin, on est souvent vers 8h sur le vélo et on finit vers 11h midi, ou on part rouler le soir vers 17h. Et en fait ces horaires là vous permettent de croiser très peu de cyclistes, sauf si vous faites des horaires entre 10h et 15h, là vous croiserez beaucoup de cyclistes, beaucoup de voitures. À l'inverse, si comme nous vous partez tôt le matin ou vous partez en fin d'après-midi, vous croiserez très peu de voitures, très peu d'autres cyclistes. Par exemple, nous on s'est fait l'un des cols les plus connus, c'est donc le col de la Carobra, c'est le col de la couleuvre, puisque effectivement le parcours est comme une couleuvre, et il y avait personne. Mais quand je vous dis personne, il y avait personne. Je crois qu'on a vu 2 cyclistes, à peine quelques voitures, on était vraiment tout seul. Et je vous conseille vraiment de faire ça à ces horaires, parce que même si c'est un peu contraignant d'y aller plus tard, la lumière était magnifique, il faisait beaucoup moins chaud. Vu qu'il est plein ouest, vous avez le soleil qui descend petit à petit, sauf que vu que vous faites en remontant ce col là, et ben vous remontez vers le soleil. Enfin c'est exceptionnel, et on était tout seul. J'ai crié à un moment donné tellement on était solo sur ce col, c'était magique. Et donc c'est pour vous dire que vous avez tout à fait moyen de vous retrouver tout seul sur ces routes en plein mois de mai, alors que c'est le rush, puisque la haute saison pour faire du vélo à Majorque, ce n'est pas l'été. L'été c'est un four, hein, comme toute l'Espagne, hein. D'ailleurs c'est vraiment avril, mai, peut-être un peu début juin, et ensuite ça reprend septembre, octobre. Personnellement je vous conseille vraiment le printemps, puisque les journées s'allongent, c'est beaucoup plus agréable. Bon là nous cette année c'est une année assez pluvieuse, assez exceptionnelle, mais normalement il fait quand même souvent très beau. Et voilà, après il faut juste faire attention au vent à Majorque, puisque voilà, il y a, comme à Montpellier, nous avons le fameux vent de la tramontane qui souffle peut-être assez violemment, mais quand vous êtes dans la montagne vous êtes assez protégé. Mais pensez quand même à bien vous renseigner sur le vent quand vous organisez vos journées, parce que il peut se lever, être très violent quelques heures, et le soir vous pouvez avoir 0 vent. Et nous, nous c'est ce qui s'est passé quand on a voulu faire une sortie à vélo, quand on était vraiment plus au sud de l'île vers Andrache, j'espère que je prononce bien. D'ailleurs justement sur les parcours, je vous les mettrai bien sûr dans cet article de blog, mais pour vous dire que ça s'adresse à tous les niveaux, tout simplement parce que les cols non plus ne sont pas très longs, et vous pouvez tout à fait faire un col puis revenir sur la partie plus centrale de l'île où c'est beaucoup plus pas, beaucoup plus accessible, c'est vraiment très préservé. Vous enchaînez plein de villages très pittoresques, et ce qui est génial c'est qu'à vélo vous pouvez vraiment aller dans le centre des villages et visiter avec votre vélo, ou en poussant votre vélo et en marchant, alors qu'en voiture c'est très vite un enfer. Il faut se stationner à l'extérieur des villages, donc trouver des places, ensuite marcher, aller dans le village. Au moins à vélo c'est génial, et vous êtes
très bien accueillis par les restaurateurs pour prendre une boisson. Nous c'est ce qu'on a fait toutes nos visites de village, que ce soit Solaire, quel autre village, Valdemosa, Pollença, enfin tous les petits villages qu'il faut absolument visiter, on les a fait à vélo et c'était magique. Sachant qu'il y a quelques années j'avais déjà visité Palma de Mallorca, j'avais fait le semi-marathon de Palma et j'avais déjà eu un énorme coup de cœur pour l'île et je m'étais toujours dit que j'allais revenir pour faire de la randonnée et du vélo, et c'est vraiment les deux activités à ne pas rater, en plus bien sûr de l'activité baignade et bronzage entre les deux, puisque vous avez donc des plages de sable fin au nord, notamment à Alcudia, donc c'est là où on était au début pour l'Ironman, et après on est parti un peu plus dans les terres où vous pouvez aller vers des petites criques toujours aussi mignonnes. Personnellement en termes de logement, nous on avait fait d'abord l'hôtel forcément à Alcudia et après on s'est pris des petites, des sortes de Airbnb où c'est des hôtels très petits avec des chambres cuisine. Vous êtes je crois 4 et vous avez un très bel accueil. Et ensuite on avait fait un total Airbnb, c'était un mas qui a totalement été rénové, qui était magique, je l'ai mis sur mon Instagram, c'était trop beau. Après je vous conseille quand même de réserver assez en avance puisque ça reste très touristique, même sur les lieux un peu à l'écart, il vous conseille quand même de réserver en avance. Après en termes de prix on reste quand même en Espagne, ça reste très abordable et vous pouvez trouver toujours des bonnes solutions abordables, y compris pour la nourriture. Et parenthèse aussi sur la nourriture, si vous êtes végétarienne comme moi, il y a tout le temps des options partout. C'est un truc de ouf, c'est comme en Angleterre. À la fin, on ne se posait même plus la question quand on rentrait dans un restaurant, on savait qu'il allait avoir des options végétariennes ou véganes direct. D'ailleurs, je l'ai déjà dit pour le compte rendu de l'Ironman 73. Mais vous avez une palade vegan à l'arrivée. C'est triste voilà qu'en France on puisse pas rentrer dans un restaurant les yeux fermés et se dire de toute manière c'est bon, il y aura des plats végétariens proposés. Là en Espagne c'est le cas, donc vous inquiétez pas là-dessus. Ensuite en termes de supermarché, on a fait pas mal les courses, donc vous avez des Lidl, mais moi je vous conseille le supermarché, je vous mettrai le nom là parce que je l'ai oublié. C'est un peu comme, c'est un supermarché où il y avait vraiment des produits très locaux. Si vous avez du mal à trouver des petits, vous savez les petits vendeurs sur le côté de la route qui vendent leur production, ou si vous voulez acheter directement au producteur, et ben eux ils vendent vraiment des produits locaux de Majorque ou espagnols, mais espagnols épicerie fine, donc je trouve ça pas mal si vous souhaitez faire des cadeaux en achetant du vin local, puisque à Majorque il y a du vin, il y a aussi du fromage, enfin bref il y a plein de petites choses à se régaler. En Espagne, ah oui, il y a aussi beaucoup d'huile d'olive, on a acheté c'est pas de la tapenade là parce que c'est 100% olive, mais donc c'est comme une sorte de pâte à tartiner à l'olive, c'est excellent. Enfin bref, voilà, il y a plein de trucs à goûter dans ce supermarché. Je vous conseille vraiment pour faire vos courses, non pas peut-être vos courses alimentaires parce que ça reste quand même assez du premium, mais peut-être acheter quelques produits d'épicerie fine et goûter bien sûr quelques spécialités locales puisqu'il y a aussi plein de boulangeries avec, donc c'est pas de la pizza, ça ressemble un peu à de la pizza mais c'est une pâte qui est un peu plus fine avec plein de poivrons, c'est végétarien complètement, je vous remettrai le nom si je le trouve. C'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié, c'est que dans tous les petits villages en fait c'était hyper animé, il y avait beaucoup de vie, tout le temps un bar, une petite supérette, donc quasiment tous les petits villages, et c'est trop agréable en tant que cycliste parce que des fois tu peux te retrouver un peu dans la panade, t'as faim, t'as soif et t'arrives au premier village et tu dis, en France tu dis c'est mort, il y aura personne, c'est raide mort, et là pas du tout, c'est hyper animé. Nous dans notre deuxième logement on était dans un village qui était vachement plus dans les montagnes, écoutez, et c'était assez fou parce que c'était hyper animé le matin parce que forcément il y avait les écoliers et tout, et le soir c'était aussi hyper animé. On était avec Pipa donc on croisait plein de mamies qui promenaient aussi leurs chiens le matin, donc bref, je dis ça mais vraiment des très beau coup de cœur pour toutes ces petites boutiques qu'on a pu faire et tous ces petits restaurants dans lesquels on a pu aller. Et justement, parlons de toutou, parlons pipa, c'est des questions que je reçois souvent. Alors l'Espagne comme l'Italie, ce sont des pays mais dog friendly 5 étoiles. Quand vous choisissez des logements qui acceptent les chiens, au-delà d'accepter les chiens, ils accueillent les chiens mais genre avec 5 étoiles. Donc il faut savoir qu'on a pris le ferry avec Pipa. Pipa a déjà l'habitude du ferry puisqu'on l'avait déjà fait plusieurs fois pour aller en Corse. Je sais pas si j'avais fait des vidéos dessus, mais en tout cas c'était pareil, Corsica Ferry, ils étaient, je sais plus si c'était, il me semble c'est Corsica Ferry qui sont dog friendly et c'est l'autre qui est pas dog friendly. Donc dog friendly, en fait ils sont très accueillants pour les chiens. Donc il faut savoir qu'à l'aller on a pris le ferry depuis Barcelone à 22 h et on est arrivé le lendemain à 5 h du matin. On a pris une cabine pour pouvoir dormir, et le fait de prendre une cabine ça vous permet de garder votre chien avec vous, et vous avez souvent les personnes
personnes qui dorment avec leurs chiens sont rassemblées au même endroit du bateau. Et d'ailleurs sur la cabine vous avez le dessin de 2 humains et une patte. Donc ils acceptent aussi les chats, hein. D'ailleurs si vous voyagez avec votre chat, puisqu'on a croisé une dame qui avait un chat aussi, ça manquait d'exciter Pipa, hein, forcément. Et à l'intérieur, chose qu'on n'avait pas sur Corsica Ferry et qu'on a eu sur donc Baleares, c'est la compagnie qu'on a pris, vous aviez un petit endroit si jamais elle avait envie de faire pipi, un petit accident, plus une énorme, vraiment adaptée, une petite coupelle pour qu'elle puisse boire. Alors moi bien sûr je transporte toujours des petites coupelles, mais c'est pas le mot, des gamelles portatives que vous savez qui se referment avec sa nourriture. C'est vraiment pratique, mais là tu te dis purée, tout est déjà pensé, c'est génial. Ensuite sur le bateau vous avez des endroits qui s'appellent c'est les pipi land. En fait c'est des petits endroits où vous pouvez amener votre chien pour qu'il fasse pipi avec de la pelouse synthétique. Et Pipa, quand on lui dit de faire pipi, elle fait pipi. Par contre c'est vrai que caca elle ne le fera pas sur le bateau, donc c'est pour ça qu'on essaie d'arriver un peu en avance pour la promener, pour qu'elle puisse faire tout ce dont elle a besoin de faire avant de prendre le bateau. Et en fait à Barcelone nous on était arrivé vers 19 h, on a mangé en fait près de la plage, en fait à côté du port. Le port est hyper central à Barcelone, donc si jamais vous prenez le train depuis Paris jusqu'à Barcelone, vous pouvez tout à fait prendre un petit taxi ou même aller peut-être pas à pied quand même de la gare, mais prendre le métro jusqu'au port, parce que le port est hyper central franchement. Après vous avez aussi des départs depuis Toulon, donc ça se fait vraiment. Et là comme vous voyez c'est à peu près 7 heures de navigation, sachant qu'au retour on a eu on est parti à 13 h et on est arrivé à 18 h. Donc quand le vent est dans le bon sens ça va super vite, donc 5 heures de traversée c'est assez rapide. Et donc la nuit nous c'est très bien passé pour Pipa qui a fait son petit pipi, qui a bien dormi, c'était nickel, un super accueil. Et au retour vu que c'était une traversée de jour, puisqu'on n'a pas réussi à avoir la traversée de nuit, c'était mal foutu, elle partait trop tard, elle nous est arrivée trop tard en France et vu qu'on travaillait le lundi c'était pas possible, donc c'est pour ça qu'on a pris la traversée de jour. Là de jour on n'a pas pris de cabine, on avait juste des sièges. Et donc là pour le coup quand vous ne prenez pas de cabine il faut laisser vos chiens à un chenil, donc c'est oui c'est un chenil, hein, vous avez des cages, donc c'est comme quand vous transportez votre animal dans votre voiture. Bon là il faut le savoir quand même, les cages sont énormes, proportionnelles à la taille des chiens. Vous pouvez donc l'aménager avec une petite couverture, mettre votre gamelle, ou eux ils peuvent vous proposer une gamelle, et eux-mêmes ils ont un employé qui surveille les animaux pendant la traversée. Pendant la traversée vous avez le droit d'aller voir 2 fois votre animal avec des horaires assez fixes, donc c'est toutes les 2 heures, enfin c'est le départ c'était 13 h, on a pu aller voir à 14 h, puis on a pu retourner la voir à 17 h, sachant qu'on est arrivé à 18 h 30, donc c'était nickel. Après vous avez dans chaque cage une petite caméra qui vous permet de surveiller votre animal, voilà, donc 5 étoiles. Et Pipa il n'était pas du tout stressé dans les cages, c'est hyper lumineux, ils sont à l'air, ouais c'est nickel, franchement c'est super propre. Donc voilà, après c'est sûr que on préférait avoir son animal avec soi, mais là c'est juste quelques heures pour une traversée de jour. Et après par contre si vous prenez la cabine pendant la traversée de jour, vous pouvez garder votre animal avec vous. Voilà, c'est juste que quand vous prenez pas de cabine, vous pouvez pas garder votre animal avec vous durant la traversée. Voilà, et c'est pareil quand on l'a sorti, on a pu la promener 15 minutes et l'emmener pareil au Pipiland pour qu'elle puisse se soulager, donc c'était super bien. Et moi ça m'a fait plaisir de pouvoir la voir et de pas la laisser toute seule pendant 5 heures. Donc voilà, sur le côté de transport des chiens et accueil des chiens en Espagne, c'est toujours 5 étoiles. Nous par exemple quand on allait dans un restaurant, on préférait téléphoner pour demander si c'était ok de venir avec notre chien, et à chaque fois c'était ok, et ils apportaient une gamelle pour Pipa. Enfin c'est ouais, c'est un accueil qui est super, et à la fin on se posait même plus la question de prendre ou pas Pipa quand on allait au restaurant ou quand on allait se balader, on la prenait, et à chaque fois les gens ils étaient accueillants, on mangeait, enfin franchement et les gens ils sont adorables, à chaque fois ils viennent discuter avec vous, et je trouve ça cool parce que ça permet tout de suite de pouvoir discuter, de pouvoir échanger. Pipa attire beaucoup l'attention en général, et donc forcément ça fait plaisir, ça permet de discuter avec beaucoup de personnes, que ce soit des personnes de Majorque ou même des touristes qui viennent discuter avec vous. On était dans un restaurant magnifique à Pollença, c'était trop bon là-bas, bref. Et la personne qui est venue nous parler et tout, c'était trop triste parce qu'elle disait oui mon chien vient de mourir, machin, et tu voyais les larmes dans ses yeux. Il disait elle ressemblait beaucoup à votre chien, enfin bref, tu le laisses forcément caresser Pipa, tu discutes, et c'est toujours touchant. Mais donc voilà, je rappelle, l'Espagne, l'Italie, c'est des pays tellement accueillants pour les chiens, et les Baléares ne font pas exception. On a vraiment une très belle
expérience pour Pipa. Voilà, et c'est pareil, donc on a pris des 2 Airbnb par la suite, mais dans l'hôtel dans lequel on était juste avant, donc à Alcudia, donc c'était un hôtel assez club vacances avec des enfants, des piscines énormes et tout. Et ben sachez que les femmes de ménage aussi étaient habituées à avoir des chiens dans les pièces, dans les chambres, et elles étaient prévenues quand il y avait un animal, et elles nous disaient non mais il n'y a pas de souci, machin, parce qu'on disait mais si vous voulez on la met ailleurs, on reste là pendant le ménage, alors que pas du tout, j'ai l'habitude du chien, donc je m'en fiche, enfin donc voilà, c'est ouais, voilà. Ensuite, pour tout ce qui est randonnée, alors il faut savoir que Majorque regorge de randonnées, mais comme pour le cyclisme, les bonnes périodes sont pareilles au printemps et à l'automne, parce que sinon en été il faut partir très tôt et sinon vous allez crever des chauds. Alors, nous on a fait plusieurs randonnées, mais on n'a pas fait, on les a pas toutes fait, voilà, on n'a pas fait tous celle que je voulais. Pareil, il faut savoir qu'en partant tôt, en fait c'est assez dingue parce que en fait quand vous, et je dis partir tôt, bon à vélo c'était 8 h, mais par contre en randonnée, toutes nos randonnées on les a débutées vers 9 h, donc c'est pas si tôt que ça, hein, parce que des fois je me souviens dans les Pyrénées il fallait débuter les randonnées vers 7 h pour être sûr d'avoir de la place au parking. Et là en fait franchement à chaque fois qu'on arrivait vers 9 h on était quasiment les premiers sur le parking, alors que c'est pas super tôt, donc je mets des guillemets sur le tôt. C'est tôt pour les Espagnols et tôt je pense pour les touristes anglais, allemands qui prennent un peu plus de temps, on va dire tranquille, voilà. Et après pour les gens un peu sportifs comme vous et moi, et bah oui 9 h ça va, c'est pas si tôt que ça. Donc pareil, je vous mettrai les itinéraires de randonnée qu'on a fait. Je vais juste mettre un petit attention là-dessus. Voilà, on a fait pas mal de randonnées à Majorque, et alors des fois il y a des randonnées qui sont très bien indiquées et d'autres randonnées où c'est voilà, faut faire confiance au cairn, il faut vraiment faire confiance à votre trace GPX. Donc pensez pour toutes les randonnées que vous allez faire à avoir toujours la carte sur vous, la carte sur votre téléphone et toutes les indications précises. Ensuite, personnellement, je trouve... alors, il y a pas mal de blogs qui proposent de partager certaines randonnées, mais moi, j'ai quand même acheté un petit guide, je vous le mettrai juste ici. J'avais acheté la même chose quand on était allé à Madère, sur l'île au Portugal, un des plus beaux voyages que j'ai fait de ma life. C'était en 2016, ça commence à dater, et j'avais déjà découvert ce petit livre. Et en fait on va dire non mais Anne c'est super old school, je suis la première à vous donner des applications de randonnée, mais là j'avoue que quand j'ai commencé à faire mes recherches pour trouver des randonnées, je me dis mais attends, il n'y a pas un choix énorme et c'est tout le temps les mêmes randonnées qui revenaient. Alors forcément oui, tu as des randonnées qui sont incontournables, mais il devait y en avoir d'autres, et franchement ce livre je vous le conseille parce qu'il y a plein de randonnées, plein de variantes, et il est à jour, hein, donc 2023, puisque toutes les indications ont été mises à jour, il a été réédité, même si des fois les photos, bon bah elles datent un peu. Par exemple on allait faire une petite marche et la photo était plus trop voilà, avec les réchauffements climatiques, c'était plus trop ça, hein. Mais bah justement qui était en bas de Sacarobra. Après le seul problème que j'ai trouvé, c'est que des fois vous avez des endroits qui sont des réserves où les chiens sont interdits, et au final il y a très peu d'informations qui sont données, et on se retrouve un peu le bec dans l'eau puisqu'on est avec Pipa, et d'un coup ouais mais c'est interdit les chiens. Après je me suis vachement renseignée pour éviter ça. Les chiens sont autorisés quasiment partout, mais attachés, parce qu'il y a plein, mais énormément de chèvres sauvages, pas du tout farouches, donc il faut vraiment attacher son chien, d'une part pour l'environnement, la faune et la flore, mais aussi parce que il y a plein de chèvres, et donc il y a plein de boucs aussi, et les boucs sont un peu moins farouches, encore moins farouches que les chèvres, sauf que c'est un peu plus violent le bouc que la chèvre, même si les deux ont des cornes. Donc voilà, c'est juste pour ça, si vous avez un chien qui a du mal à se contrôler quand il voit des chèvres, voilà, il vaut mieux bien l'attacher. En tout cas vous avez aussi plein de randonnées qui mènent à des plages, mais magnifique. Et aussi pourquoi j'adore la saison du printemps, c'est que vous pouvez aller faire du vélo le matin, aller à la plage, faire la sieste, randonner le soir. C'est vraiment beau, ça fait des journées assez remplies, j'avoue, mais nous c'est comme ça qu'on aime les vacances. Et finir à l'apéro dans un petit bar espagnol, parce que ils mangent super tard. Ça c'est un truc aussi, c'est... Ouais voilà, c'était génial. Donc voilà, mais juste les randonnées les amis, voilà, il va falloir avoir votre carte avec vous pour ne pas vous perdre, et faites attention puisque je sais que c'est assez dingue, ouais, mais c'est comme sur Tenerife ou en Corse, voilà, vous êtes quand même en altitude, même si c'est des altitudes de 1000 mètres, hein, vous êtes quand même en altitude, et donc le temps peut changer très vite, donc ne perdez pas vos habitudes juste parce que vous voyez la mer d'un côté, la mer de l'autre. Kawaii, couverture de survie, ravito, parce que nous on a fait une randonnée qui devait faire 3 cols à plus de 1000, et on n'a pas pu le faire le dernier, c'était le Puig de l'Offre, blanc, parce que on a vu un orage arriver, on s'est dit non mais c'est mort, on va pas enchaîner.
Et voilà. Après vous avez un petit GR aussi qui traverse tout la Tramontana de Majorque, qui se fait aussi sur plusieurs étapes et ça a l'air hyper bien aménagé, vraiment très très beau. Je fais une parenthèse sécurité. Alors moi personnellement je ne me suis jamais sentie en insécurité à Majorque, que ça soit sur mon vélo, en randonnée, tout ça, mais le guide que j'ai, les reviews sur internet le disent, quand vous allez sur des parkings de randonnée ou des parkings de lieux assez connus notamment sur le cap de Fomentor, ne laissez rien de précieux dans la voiture, ayez toujours tout avec vous. Et donc nous on a fait très attention à ça, justement puisqu'on voyage avec nos vélos, avec nos ordinateurs, tout ça. À chaque fois on a fait attention de pouvoir laisser nos bagages dans notre hôte Airbnb avant de faire le changement d'hôtel entre les deux. C'est assez contraignant, mais faites-y vraiment attention, ça serait bête de passer de mauvaises vacances à cause d'un vol. Mais globalement, nous on n'a rien vu, on n'a pas vu de vitres cassées parce que on a fait une randonnée où les parkings, moi personnellement je regarde souvent les avis sur les parkings là où on met notre voiture, et les avis sur ce parking là étaient super négatifs. Ils n'arrêtaient pas de dire on s'est fait casser notre voiture, on s'est fait voler notre téléphone, voler nos affaires. Donc voilà, je fais une petite parenthèse là-dessus. Il me semble que j'avais fait aussi cette parenthèse là à Tenerife, de bien faire attention à vos affaires, donc je refais cette parenthèse. On y retournera, ça c'est sûr, et la prochaine fois on essaiera d'aller un peu plus visiter le sud-est de l'île, parce que nous c'est vrai on est resté du côté de la montagne, mais parce que c'est ce qu'on aime, hein, voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Les questions que vous m'avez envoyées, notamment vous demandez est-il envisageable de visiter l'île sans voiture d'après ce que tu en as vu? Et oui, il y a énormément de bus, et d'ailleurs ça m'a fait grave flipper les bus parce que les routes sont quand même assez étroites, mais oui vous pouvez tout à fait visiter en bus. Après effectivement ça demande peut-être un peu d'organisation, mais vous en avez quand même énormément qui quadrillent vraiment bien l'île, et en plus vous avez même aussi un train. Vous avez je crois 3 lignes de train qui quadrillent le centre et l'est et le sud-est de l'île, donc ça se fait et c'est vraiment pas cher, et je pense que c'est aussi à recommander. Après vous pouvez aussi faire tout à vélo quasiment, parce que ça reste quand même une île assez, je crois que le tour de l'île à vélo fait 300 km, donc attention, je dis pas que vous faites ça du jour au lendemain, mais par exemple vous pouvez faire pas mal d'étapes à vélo en backpacking, parce qu'on en a croisé aussi beaucoup sur le ferry. Donc voilà, je le souligne et c'est important de le dire, comme ça vous pouvez faire train, ferry et bus une fois sur place, ça se fait. Voilà, il faut juste un peu plus de temps. Ensuite, en termes de... Oui, on a fait le trajet depuis Montpellier, donc il faut savoir que Barcelone, c'est à peu près 3 heures. En tout cas, le port, c'est 3 heures et quelques. Montpellier-Barcelone, et ensuite, vous prenez le ferry. Donc effectivement, il faut se dire qu'il faut arriver à peu près 1 heure avant le départ du ferry. Donc c'est vrai que mi bout à bout, ça fait un long trajet, mais quand on le fait, par exemple, nous, comme on l'a fait à l'aller, où c'est vraiment super bien goupillé, que vous partez en fin d'après-midi, que vous prenez le ferry, que vous mangez, que vous dormez dans le ferry, que vous réveillez finalement là-bas, bah, c'est pas du temps perdu, quoi. Donc c'est vrai que quand vous prenez le ferry de nuit, bah, c'est quand même très pratique, quoi. Vous vous réveillez sur place et vous n'avez pas de temps perdu. Moi, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Ensuite, en termes de point de chute, logement, en fait ça dépend. Nous on avait 3 logements différents en 10 jours, on aurait peut-être pu faire que 2 logements. Je pense que ça dépend ce que vous souhaitez faire, mais nous on a le premier logement, il était forcément au port d'Alcúdia pour l'Ironman 73. Ensuite on a fait pas mal de plages forcément pour être en forme le jour de la course, et ensuite on est parti direct vers Tramontana. Je pense que l'idéal c'est effectivement avoir un logement vers Pollença, Alcúdia, qui est à l'entrée vraiment des montagnes, et vous avez tout de suite la plage l'après-midi, et peut-être un second logement qui est plus Palma de Majorque pour visiter Palma, parce que nous on a visité le Palma le premier jour, le jeudi matin quand on est arrivé. Enfin visiter, nous on n'est pas non plus très visite de ville, hein. On a fait un petit tour parce que c'était aussi une matinée pluvieuse. Vous avez aussi la cathédrale à visiter à Palma de Majorque, qui est juste magnifique, et vraiment Palma c'est une très belle ville, donc forcément c'est un truc pas mal à faire. Donc effectivement avoir un logement un peu au nord, ensuite un logement un peu plus au sud-est, tout en restant près finalement des montagnes, parce que même si les distances sont petite et très rapide à faire en voiture, là où c'est plat, dès que vous rentrez dans la montagne, on est dans la montagne, il y a des cyclistes, il y a le bus, c'est un peu plus long à réaliser les distances, mais voilà, je pense que 2 logements sur 10 jours c'est pas mal. Après je sais que beaucoup de personnes vont à Majorque juste le temps, un long week-end, dans ce cas là oui il faut un logement, ça suffit, mais c'est vrai que nous on y est resté 10 jours et vous savez on n'a pas vu le temps passer, et j'ai même pas, et je me dis que j'ai encore beaucoup de choses à aller voir sur l'île.
parce que c'est vrai que on fait beaucoup de choses à vélo. L'avant-dernier jour, on a fait une très longue sortie à vélo qui était juste magnifique, qui était le long de toute la côte ouest de Majorque, qui est très peu finalement connue. On a croisé quasiment personne, elle était magnifique, beaucoup de dénivelé, mais c'était magnifique et il y avait quasiment personne, et c'est pas, je crois, un parcours qui est trop recommandé aussi à vélo. Donc voilà, bien sûr je vous mettrai ça, les parcours dans la barre d'infos sur le blog. Et nous, bien sûr, j'ai oublié de préciser, mais on est venu avec nos vélos, notre voiture et notre toutou. Je trouve que c'est quand on prend le ferry, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Au lieu de louer une voiture sur place, vaut mieux prendre sa voiture. Que j'ai trouvé les prix beaucoup plus accessibles que pour aller en Corse. Après, on arrivait réservé très en amont et on avait bénéficié. Il y avait une offre de moins de 30% si on réservait, je sais plus trop quand, parce qu'on avait pris nos places pour l'Ironman 73, je crois en novembre l'année dernière, et on a pris quasiment immédiatement après les ferries pour le mois de mai. Donc on s'y est pris très tôt. Donc si vous prenez très tôt, vous pourrez vous en sortir vraiment pour pas très cher, quasiment l'équivalent pour un billet d'avion, parce que ça aussi c'est important de le préciser quand même, que ferry plus voiture, forcément ça représente un coût, peut-être un coût un peu plus que faire du EasyJet, mais ça se fait. Et ensuite on me demande si je fais des petites pauses transat libres, et oui, on fait des pauses transat libres quand il fait aux horaires les plus chauds de la journée. Et d'ailleurs le dernier Airbnb, on avait une vue sur la baie qui était juste magnifique, et j'avais mon transat sous le Bougainvilliers, et j'ai lu un livre génial dont je vais vous parler dans une autre vidéo. Voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur mon petit blog pour les itinéraires vélo, les itinéraires randonnée si vous allez un jour à Majorque. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, mais en tout cas je vous conseille 1000 fois Majorque, c'est gros coup de cœur de nouveau. Mais de toute manière l'Espagne ne me déçoit et jamais. Espagne, Portugal, Italie, c'est nos voisins et c'est juste magnifique là-bas, avec un respect des cyclistes, un accueil, enfin c'est le top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous fais plein de petites vidéos et je vous dis à très vite, bye bye.